Après avoir exploré les origines modestes et la carrière sportive impressionnante de Chuck Connor, la vérité émerge, enfin, le 18 juillet 1950, il frappa son premier home run contre les New York Giants. Un mois plus tard, les 26 août, il en frappa un autre, également contre les Giants. À la fin de la saison, Connor avait réalisé 48 coups sûrs et une moyenne au bâton de 139, pas mal du tout pour quelqu'un qui partageait son temps entre deux sports aussi exigeants. L'histoire hollywoodienne de Chuck Connors commença de la manière la plus inattendue qui soit comment un joueur de baseball de Brooklyn devint un héros soviétique. En 1952, il jouait au baseball pour les Los Angeles Angels, une équipe de ligue mineure, un après-midi ensoleillé. Durant un match contre les Sacramento Solons, quelque chose d'inhabituel se produisit. Chuck frappa un home run absolument massif. Ce n'était pas n'importe quel home run, la balle franchit la clôture et attira l'attention de quelqu'un dans la foule. Cette personne était Billy Gordon, un directeur de casting de la MGM. Pourquoi ces trois mariages se terminèrent dans le scandale? Billy ne pouvait ignorer la stature grande et forte de Chuck, ainsi que son visage aux traits marqués et rugueux. Après le match, il marcha directement dans le vestiaire et tendit sa carte à Chuck. Il lui dit « Vous devriez penser à jouer la comédie ». Mais Chuck ne prit pas cela au sérieux. Il était focalisé sur le baseball et ne se voyait pas comme un acteur. Puis, quelques semaines plus tard seulement, Chuck se blessa pendant un match et le secret sombre qu'il garda jusqu'à ses derniers jours, ce n'était pas grave, mais cela lui donna le temps de réfléchir par pure curiosité. Il décida de visiter la MGM et de voir de quoi il retournait avec cette histoire d'acting. À sa surprise, ils lui offrirent un test d'écran immédiatement. Il tenta sa chance et ils aimèrent ce qu'ils virent. Seulement 3 jours plus tard, Chuck signait son premier contrat hollywoodien. Cette décision rapide changea sa vie pour toujours. Chuck Connors vint au monde sous le nom de Kevin Joseph Aloysius Connor le 10 avril 1920 et à Brooklyn. Son premier rôle fut dans un film appelé Pat and Mike, une comédie romantique mettant en vedette 2 énormes stars d'Hollywood, Spencer Tracy et Katharine Hepburn. Le rôle de Chuck était petit, il jouait un capitaine de police, mais c'était tout de même un grand moment pour quelqu'un qui venait juste de commencer à jouer la comédie. Le premier jour de tournage, Chuck était excité mais nerveux. Il arriva tôt et passa des heures à se préparer. Sa scène n'eut lieu qu'en fin de soirée. Mais quand les caméras se mirent enfin à tourner, il réussit parfaitement en seulement 2 prises. New York, Spencer Tracy le prit même à part après et lui dit « Tu as quelque chose ». Continue dans cette voie. Ces mots signifiaient énormément pour Chuck et lui donnèrent la confiance pour continuer. Après cela, Chuck plongea tête, la première dans l'acting. Il acceptait tous les rôles qu'il pouvait trouver, grands ou petits. Entre 1952 et 1958, il apparut dans plus de 20 films. Ses parents, l'un de ses rôles les plus mémorables de cette période, fut dans le film Disney All Yeller de 1957, où il joua Bernd Sanderson. Le film fut un énorme succès, et cela aida Chuck à être encore plus remarqué. Il apparut aussi dans des films comme Trouble on the Way avec John Wayne et The Big Country, où il joua aux côtés de Gregory Peck et Charlton Heston. Chaque rôle l'aidait à s'améliorer comme acteur et à construire sa réputation. En plus de son travail cinématographique, Connor faisait de fréquentes apparitions télévisuelles, figurant dans 18 émissions de télévision différentes durant cette période. Équilibrer à la fois le cinéma et la télévision était peu commun pour les acteurs de cette époque, mais l'éthique de travail et la polyvalence de Connor lui permirent de réussir dans les 2 domaines. Allanet Marcella Connors, ses 6 années de travail acharné, de rôles diversifiés et de temps d'écran totalisant plus de 1/4 minutes, le préparèrent pour le chapitre suivant de sa carrière. Chuck Connors devint célèbre en tant que Lucas McCain dans The Rifleman, mais cela n'arriva pas immédiatement. En 1957, Connor joua un père dans le film Disney All Yeller. Les producteurs de The Rifleman virent sa performance et pensèrent qu'il était parfait pour leur série. Au début, Connor dit non parce que le salaire était inférieur à ce qu'il gagnait en faisant d'autres emplois d'acting, mais les producteurs le voulaient vraiment. Étaient des immigrants irlandais qui travaillaient dur pour subvenir
aux besoins de leur famille durant les périodes difficiles de la Grande Dépression. Alors ils offrirent plus d'argent et lui donnèrent même 5% de propriété de la série. Cela le convainquit d'accepter le rôle. Une fois Connor engagé, il commença à s'entraîner pour se préparer. Il pratiqua l'équitation et apprit comment faire tournoyer et tirer avec un fusil d'une manière qui paraîtrait cool à la caméra. Il travailla avec un expert en armes nommé Rod Redwing pour maîtriser les mouvements. Connor pratiqua tellement que ses mains devinrent douloureuses et se couvrirent d'ampoules. Mais il ne s'arrêta pas tant qu'il n'eut pas parfaitement maîtrisé. La série fut diffusée pour la première fois le 30 septembre 1958 et les gens l'adorèrent immédiatement. Le père de Chuck travaillait comme docker, tandis que sa mère acceptait de petits emplois pour aider à joindre les deux bouts. Plus de 14 millions de téléspectateurs se connectèrent pour voir le premier épisode. Le personnage de Connor, Lucas McCain, était dur, mais aussi gentil, spécialement avec son fils Mark joué par Johnny Crawford. Ce lien père-fils devint l'une des parties les plus aimées de la série. Les critiques dirent que Connor faisait un excellent travail en montrant à la fois la force et l'émotion. Le fusil dans la série était aussi un gros élément. C'était pas juste un fusil ordinaire, c'était un Winchester 1892 qui avait été modifié pour le rendre unique. Le levier était fait extra large pour que Connor puisse le faire tourner de manière voyante. Plongeons maintenant dans les chapitres les plus fascinants de sa transformation d'athlète en légende d'Hollywood. La vie n'était pas facile. Ce mouvement de rotation devint sa signature et était montré au début de chaque épisode. Le fusil était aussi capable de tirer très rapidement, à cause d'une vis spéciale dans la détente. Cela créait des scènes excitantes, où McCain pouvait éliminer tout un groupe de méchants en quelques secondes. Le fusil était si populaire que Winchester fabriqua plus tard un modèle similaire pour les fans dans la vraie vie. Mais la série n'était pas seulement centrée sur l'action. Ce qui rendait The Rifleman différent était son focus sur la famille. Lucas McCain était un père veuf élevant son fils seul dans l'Ouest sauvage. Ce n'était pas commun à la télévision de cette époque, où la plupart des familles étaient montrées comme ayant les deux parents. La série explorait souvent les défis auxquels Lucas faisait face en tant que père et protecteur, mais cela enseigna à Chuck la valeur du travail acharné et de la persévérance. Dans un épisode, il luttait avec l'idée de laisser Mark témoigner au tribunal, car il s'inquiétait pour la sécurité de son fils. Dans un autre, Lucas devait contrôler sa propre colère, tout en enseignant à Mark comment gérer ses émotions. La relation entre Lucas et Mark semblait vraie, et elle touchait beaucoup de téléspectateurs. Les pères célibataires en particulier écrivaient des lettres à Connor pour le remercier de montrer qu'ils n'étaient pas seuls dans leur lutte. Un veuf écrivit « Votre série m'a donné le courage de continuer. » Chuck Connor n'était pas seulement la star de The Rifleman, il avait un grand rôle dans les coulisses aussi. Chuck grandit dans un quartier ouvrier. Dès la deuxième saison, il commença à assister aux réunions avec les scénaristes. Il proposait des idées d'histoire, et certaines d'entre elles devinrent des épisodes favoris des fans. L'une d'elles, The Photographer, fut inspirée par une expérience que Connor avait eue avec un fan trop excité durant sa carrière de baseball. Connor s'assurait aussi que les dialogues correspondaient au personnage de Lucas McCain. Il voulait que McCain sonne comme un vrai rancher de cette époque. Alors il réécrivait souvent les répliques pour inclure de l'argot d'époque. Connor tenait également à faire de McCain un personnage auquel on pouvait s'identifier, passant énormément de temps à pratiquer divers sports au Bay Ridge Boys Club. Il ne voulait pas que McCain semble être un héros parfait. Au lieu de cela, il poussait pour des scénarios qui montraient les défauts et les luttes morales de McCain. Dans un épisode, McCain tue accidentellement un homme innocent. Connor se battit pour cette histoire, car il sentait qu'il était important de montrer la lourde responsabilité de porter un fusil. Connor fit aussi venir des guest stars, comme son ancien coéquipier de baseball Duke Snider, et aida de jeunes acteurs prometteurs à faire leur début, notamment Dennis Hopper, qui est apparu dans l'épisode pilote. À la dernière saison, Connor avait tellement d'influence qu'il fut crédité comme consultant pour l'histoire sur certains épisodes. Il adorait le baseball et rêvait de jouer un jour pour les Brooklyn Dodgers. Il écrivit même le final de la série en 2 parties, s'assurant qu'il bouclait les intrigues en suspens et revisitait d'anciens personnages. The Rifleman devint la 4e série la mieux notée à la télévision lors de sa première saison. Un accomplissement énorme étant donné la concurrence difficile. Elle fut diffusée le 30 septembre 1958 et atteignit 6 millions de foyers avec un indice Nielsen de 33,
Et la relation père-fils attira de nombreux téléspectateurs, tandis que les séquences d'action palpitantes en capturèrent d'autres. En février 1959, 78% des téléspectateurs dirent qu'ils regardaient la série pour les liens familiaux, tandis que 92% des téléspectateurs masculins âgés de 18 à 49 ans appréciaient l'action, l'équipe de ses rêves d'enfance. Le succès de la série mena à du merchandising comme des fusils-jouets, des boîtes à lunch et des bandes dessinées, générant 2 millions de dollars de ventes dans les 3 mois de sa première diffusion. Elle obtint aussi 3 nominations aux Emmy lors de sa première saison et resta populaire tout au long de ses 5 années de diffusion, se classant même 20 septembre lors de sa dernière saison. Des décennies plus tard, les rediffusions de The Rifleman attirent encore des fans. Une enquête, MeTV, de 2018 montra qu'elle restait une favorite parmi les téléspectateurs âgés de 55 ans et plus. Après que The Rifleman se termina en 1963, Chuck Connor fit face à un grand défi. Le rôle de Lucas McCain l'avait rendu célèbre à l'âge de 14 ans, mais il l'avait aussi piégé dans l'image d'un héros de western. La série avait duré 5 saisons, avec 168 épisodes, et les téléspectateurs ne pouvaient pas séparer Connor du personnage. Ce type casting devint un problème. Connor voulait prouver qu'il pouvait jouer d'autres rôles, alors il rejeta de nombreuses offres pour faire plus de western. En fait, il refusa 8 pilotes de série western en seulement 2 ans après The Rifleman, alors qu'il espérait que cela ouvrirait de nouvelles opportunités. Cela ralentit en fait sa carrière. Pendant un moment, la vie de Chuck prit un tournant majeur lorsque son talent sportif exceptionnel attira l'attention des recruteurs. Pour s'éloigner de son image de cow-boy, Connor tenta quelque chose de très différent dans le film de 1960, 4 Move Over Darling. Il joua un banquier rigide et formel aux côtés de Doris Day et James Garner. C'était un grand changement par rapport à ses rôles de frontier rugueux, mais le film ne l'aida pas beaucoup. Les producteurs et directeurs de casting le voyaient encore comme Lucas McCain, et même quand il auditionnait pour des rôles non western, il disait souvent qu'il semblait trop western. En 1965, Connor était tellement frustré qu'il pensa à arrêter l'acting et retourner au sport professionnel. Il se vit offrir une bourse d'études sportives à la Delphi Academy. Malgré ses luttes, Connor trouva de nouvelles opportunités dans 2 séries TV qui lui permirent de montrer différents aspects de son talent d'acteur. Dans Arrest and Trial 1000, 963 964, Connor's Iowa John Egan, un avocat de la défense, la série était en avance sur son temps. Divisant chaque épisode de 90 minutes en 2 parties, l'enquête menée par un détective et le drame de salle d'audience avec Connor comme avocat. Portant un costume au lieu d'un équipement de cow-boy, Connor montra qu'il pouvait jouer un personnage intellectuel raffiné, une école secondaire privée de Brooklyn. Les critiques louèrent sa performance, mais la série fut annulée après seulement une saison. En 1965, Connor retourna à un western avec Branded, mais cette fois l'histoire était unique. Il joua Jason McCord, un officier de cavalerie faussement accusé de lâcheté et expulsé de l'armée. La série se concentrait sur le voyage de McCord pour laver son nom et regagner son honneur. Elle dura 2 saisons avec 48 épisodes et donna à Connor une chance de jouer un personnage plus complexe et émotionnel que ses héros précédents plus directs. La performance la plus puissante de Connor vint en 1977 quand il joua Tom Moore dans la mini-série révolutionnaire Roots. En 1992, c'était une opportunité énorme pour lui. La série suivait l'histoire d'une famille afro-américaine de l'esclavage au temps moderne. Connor portraya un propriétaire de plantation cruel, un rôle complètement différent de son passé. Sa performance glaçante montrait les réalités brutales de l'esclavage sans transformer Moore en caricature. La série fut un succès massif avec son épisode final, regardé par environ 100 millions de téléspectateurs. Le rôle de Connor lui valut une nomination aux Emmy, un honneur rare qui souligna sa capacité à prendre des personnages difficiles et controversés. Dans la partie ultérieure de sa carrière, Connor apparut dans des films de série B et des apparitions d'invités à la télé, et il était déterminé à en tirer le maximum. L'un de ses rôles les plus mémorables fut dans le film d'horreur de 1979, Tourist Trap. Il joua Mester Slauson,
un propriétaire de musée inquiétant entouré de mannequins sinistres. Le film ne marcha pas bien au début, mais devint plus tard un classique culte. Connor prit aussi des rôles inhabituels, comme combattre des aliens dans le film de science-fiction à petit budget The Daytime Ended, 1980, à la télé. Il fit des apparitions dans des séries populaires comme Fantasy Island, The Love Boat et Murder. She wrote à Delphi dans la série d'horreur et d'action Werewolf, 1987-1988. Il joua le méchant Janos Korzeny, montrant un côté plus sombre de son acting. La vie personnelle de Chuck Connor était pleine d'amour, de chagrin et de drame, tout comme les personnages qu'il jouait à l'écran. Son premier mariage fut avec Elizabeth Jane Riddell. Au Bet-tu, un mannequin de Montréal, Canada, Chuck excellait dans de multiples disciplines sportives. Ils se rencontrèrent en 1948 durant l'un des matchs de baseball de Chuck, quand il jouait pour les Montréal Royals. Betty venait d'une famille aisée et leur romance progressa rapidement. Ils se marièrent le 1er octobre 1948 quand Chuck avait seulement 27 ans et était encore en train de découvrir sa carrière. Ensemble, ils eurent 4 fils, Michael, Jeffrey, Stephen et Kevin. Au début, tout semblait parfait. Baseball, mais quand la carrière d'acting de Chuck décolla, spécialement après qu'il décrocha The Rifleman, en 1958, les choses commencèrent à mal tourner. Il était absent pour de longues périodes à filmer et travailler, et des rumeurs sur son infidélité commencèrent à se répandre dans les coulisses. Leur relation devint tendue. En 1960, Betty découvrit qu'il avait une liaison avec une actrice sur l'un de ses plateaux de films. Ce fut le point de rupture pour elle. Elle demanda le divorce, et celui-ci fut finalisé en 1962. Basketball, bien qu'ils restèrent polis en public, il fut révélé plus tard que Betty avait menacé d'exposer ses liaisons, à moins que Chuck accepte ses conditions durant le divorce. Le deuxième mariage de Chuck eut lieu en 1963, quand il épousa Kamala Devi, une actrice qu'il avait rencontrée sur le plateau de Geronimo. Kamala était née à Mumbai, et son héritage mixte indien et britannique faisait que leur mariage se démarquait à Hollywood à une époque où les relations interraciales étaient encore rares. Ils travaillèrent ensemble dans de nombreuses séries et films, comme Branded et Cowboy in Africa, et les gens admiraient leur forte connexion à l'écran et hors écran, mais les choses n'étaient pas toujours fluides entre eux. Football américain et même l'athlétisme. Kamala voulait que Chuck essaie des rôles plus sophistiqués, mais Chuck sentait que son image de cow-boy rugueux était ce qui le rendait populaire. Cette différence dans leurs objectifs causa des tensions. Le mariage fit aussi face à des problèmes, à cause de la réputation de Chuck d'être infidèle. Malgré leur passion initiale, les choses commencèrent à s'effondrer, et en 1972, après 9 ans ensemble, ils divorcèrent. Leur dernier film ensemble s'appelait The Proud and Damned, ce qui semblait être un triste reflet de leur propre relation à ce moment-là. Sur le terrain de baseball, le troisième mariage de Chuck fut le plus court et peut être le plus controversé. Il rencontra Faith Quabius sur le plateau de Soylent Green en 1973, où elle avait un petit rôle. Faith était beaucoup plus jeune que Chuck, 33 ans plus jeune pour être exact. Ils se marièrent le 7 septembre 1977 dans une cérémonie privée au Mexique. Chuck, alors âgé de 56 ans, plaisanta qu'ils avaient joué mari et femme sur scène tellement souvent qu'ils décidèrent de le rendre réel, mais leur mariage ne dura que 3 ans. En 1980, Chuck était un solide joueur de première base. Ils divorcèrent. Faith accusa plus tard Chuck d'être abusif durant leur mariage, blâmant sa consommation d'alcool pour son comportement. Chuck nia les allégations, mais les accusations blessèrent son image publique tout au long de sa vie. Connor fut suivi par des rumeurs de liaisons et de relations tumultueuses. Durant son premier mariage, des murmures d'infidélité commencèrent et ne le quittèrent jamais. Une femme prétendit avoir eu une liaison à long terme avec Connor dans les années 1960 et allégoua qu'il était le père de son enfant, et en 1999. Bien que cela ne fût jamais prouvé, sur les plateaux, la nature séductrice de Connor devint bien connue. L'actrice Joan Crawford dit une fois qu'il pouvait charmer les oiseaux des arbres mais ne pouvait rester fidèle.
Sa réputation lui coûta même des opportunités professionnelles, avec certaines actrices refusant de travailler avec lui. Dans un incident infâme de 1975, Connor fut prétendument pris dans une situation compromettante avec une jeune actrice lors d'une fête. Le scandale fut étouffé, mais lui fit prétendument perdre un rôle majeur dans un film. Ses enfants de son premier mariage parlèrent de la tension que son style de vie mettait sur leur famille. Hollywood perdait son légendaire tireur d'élite. Il fut nommé parmi les meilleurs joueurs lycéens de Brooklyn. Jeffrey Connor partagea plus tard que son père, poursuivait toujours des sensations fortes, ce qui affectait tout le monde autour de lui. Malgré les controverses, Connor adressa rarement les rumeurs près de la fin de sa vie. Il réfléchit « J'ai vécu ma vie selon mes propres termes. Certains pourraient ne pas approuver, mais je n'ai aucun regret. » Chuck Connors avait des vues politiques fortes qui le faisaient se démarquer à Hollywood. Cette reconnaissance lui ouvrit encore plus de portes. En 1967, quand la plupart des gens à Hollywood étaient contre la guerre du Vietnam, Chuck rejoignit une parade pro-guerre à New York. Beaucoup le louèrent, mais d'autres le critiquèrent. Chuck ne faisait pas que parler de ses croyances. Il travaillait dur pour les soutenir. Il aida des candidats républicains, spécialement Barry Goldwater durant l'élection présidentielle de 1964. Cela blessa sa carrière. Mais Chuck s'en fichait. Il dit une fois, après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, « Je préférais perdre un emploi plutôt qu'abandonner mes principes. » En 1972, on lui demanda même de se présenter au Congrès, mais il décida de continuer l'acting. La guerre du Vietnam apporta beaucoup d'arguments à Hollywood, mais Chuck resta fidèle à ses vues. Il soutenait la guerre et n'était pas d'accord avec les manifestants. En 1967, il marcha avec d'autres pour soutenir les troupes américaines. Il dit Chuck reçut des offres de bourses d'études sportives de plus de 25 universités différentes. Nous combattons le communisme là-bas pour ne pas avoir à le combattre ici. Cela ne plut pas à beaucoup à Hollywood, et il se disputa même avec des costards à ce sujet. Quand il filmait Soylent Green, il eut un débat houleux avec Charlton Heston à propos de la guerre. Chuck ne faisait pas que parler, il montrait son soutien en visitant le Vietnam, de nombreuses fois entre 1968 et 1972. Après la guerre, Chuck était triste de voir comment les vétérans étaient maltraités. Il dit qu'ils méritaient des parades, pas des protestations, et que le pays les avait laissés tomber. Il choisit finalement l'université Seton Hall dans le New Jersey. L'une des choses les plus surprenantes à propos de la carrière de Chuck était à quel point l'Union soviétique aimait sa série The Rifleman. Durant les années 1960 et 1970, quand les tensions entre les États-Unis et l'Union soviétique étaient hautes, The Rifleman devint l'une des rares séries américaines autorisées à la télé soviétique. Les gens aimaient son personnage Lucas McCain parce qu'il était un père fort et défendait la justice. En 1973, environ 250 millions de soviétiques regardaient la série. Même Leonid Brejnev, le dirigeant soviétique, était un énorme fan où il joua à la fois au basketball et au baseball. Quand Brejnev visita Washington DC en 1973, il demanda à rencontrer Chuck Connors. Cette rencontre mena à quelque chose d'incroyable. Plus tard cette année-là, Brejnev invita Chuck à visiter Moscou. Chuck resta 2 semaines et fut traité comme une grande star. Il rencontra Brejnev au Kremlin et les deux eurent même un concours de tir amical avec des armes que Chuck lui avait offertes. Plus tôt, Chuck alla aussi à une projection spéciale de The Rifleman où les fans devinrent fous pour son autographe. Durant ce voyage, Chuck filma un documentaire appelé Paix et Amitié qui fut montré à la télé soviétique à des millions de téléspectateurs sur le terrain de basketball. Le documentaire montrait Chuck rencontrant des citoyens soviétiques ordinaires et parlant de comment les Américains et les Soviétiques pouvaient s'entendre. 1 an avant sa mort, Connor eut un dernier rôle spécial. Le 3 novembre 1991, il apparut dans un téléfilm appelé The Gambler Returns. The Luck of the Draw Key mettait en vedette Kenny Rogers. Connor joua son personnage le plus célèbre, Lucas McCain de Rifleman, pour une scène courte mais mémorable. Il porta la tenue classique de McCain et tint le fameux fusil Winchester. Il était un centre remplaçant. Dans la scène, McCain défie le joueur dans un concours de tir. Même si la scène ne durait qu'environ 90 secondes, elle ramena des souvenirs du rôle le plus aimé de Connor,
Les fans furent ravis de le voir comme McCain une dernière fois. Le moment était encore plus spécial parce que Johnny Crawford, qui joua son fils Mark dans The Rifleman, apparut aussi dans le film. Ils eurent une scène courte mais touchante ensemble, rendant les fans de longue date très heureux, utilisant sa taille impressionnante et ses compétences défensives pour aider l'équipe à remporter des victoires importantes. Le film obtint de bonnes audiences et fut un moyen parfait de dire au revoir au rôle le plus célèbre de Connor en 1992, quand il avait 71 ans. Les docteurs découvrirent qu'il avait un cancer du poumon. C'était probablement parce qu'il fumait beaucoup, jusqu'à 3 paquets de cigarettes par jour. Les fans furent choqués, parce que Connor était toujours vu comme fort et en bonne santé. Au début, il ne dit pas à beaucoup de gens son illness et continua à faire des apparitions publiques. Mais en octobre 1992, il devint beaucoup plus malade. Mais c'était vraiment au baseball qui brillait de mille feux. Le 28 octobre, il fut emmené au Cedars-Sinai Medical Center à Los Angeles parce qu'il avait aussi une pneumonie, ce qui empira les choses. Il y resta 13 jours, combattant la maladie, tandis que les docteurs essayaient tout ce qu'ils pouvaient. Tristement, le 10 novembre 1992, Connor mourut. La cause de la mort était le cancer du poumon, avec la pneumonie comme facteur majeur. Sa mort rendit beaucoup de gens tristes et des hommages vinrent de costards. Mais Chuck Connor laissait derrière lui bien plus qu'une simple série télévisée. Dans un match mémorable en 1942, d'athlètes et de fans qui l'aimaient, Connor laissa derrière lui un héritage puissant. Sa série The Rifleman est encore aimée par les fans et continue d'être diffusée à la télé même aujourd'hui. Elle aida à façonner comment les pères célibataires étaient montrés à la télévision et inspira d'autres westerns. Connor fit aussi l'histoire dans le sport. Il fut l'une des seulement 13 personnes à jouer à la fois dans la Major League Baseball MLB et la National Basketball Association NBA en 1946, alors qu'il jouait pour les Boston Celtics. Il devint le premier joueur jamais à casser un panneau de basket durant un match. Cela arriva avant le premier match à domicile des Celtics. Durant l'échauffement, Chuck frappa 2 home runs et réalisa 6 points battus. La carrière de baseball de Connor fut courte, mais il eut un impact d'autre façon. En 1966, il aida à résoudre un conflit de contrat entre les Los Angeles Dodgers et 2 lanceurs, Sandy Koufax et Don Drysdale. Ce fut un moment important qui donna plus de pouvoir aux joueurs dans le baseball, attirant l'attention des recruteurs professionnels qui commençaient à voir en lui un véritable potentiel. C'est durant cette période que Chuck obtint finalement le surnom par lequel il serait connu pour le reste de sa vie. Pendant qu'il jouait en première base, il avait l'habitude de crier « Chuck et to me ». Lance-la moi à ses coéquipiers, et ce surnom lui resta définitivement collé à la peau. Les années universitaires de Chuck furent interrompues par la Seconde Guerre mondiale, de son rôle secret dans la diplomatie de la guerre froide, aux scandales choquants qui faillirent ruiner sa carrière. En 1942, il rejoignit l'armée et fut formé à Fort Knox. En raison de sa taille imposante et de ses compétences athlétiques remarquables, il fut choisi pour devenir instructeur en guerre de chars. Il travailla plus tard à West Point, formant des soldats et enseignant même à 2 célèbres joueurs de football qui remportèrent par la suite des championnats nationaux. Malgré son service militaire, Chuck resta proche du sport. Il joua au baseball semi-professionnel à Brooklyn pendant son temps libre et participa même au basketball professionnel dans l'American Basketball League. Cette capacité à jongler entre ses obligations militaires et sa passion sportive témoignait de son dévouement extraordinaire et de son énergie apparemment inépuisable. Connor vécut une existence aussi dramatique que n'importe quel western. Après avoir servi 3 années dans l'armée, Chuck fut honorablement libéré en 1946. Immédiatement après avoir quitté l'armée, il rejoignit les Boston Celtics durant leur toute première saison en 1946. Mesurant 6 pieds 5 pouces, il jouait comme ailier et centre. Connor participa à 49 matchs cette saison-là, marquant une moyenne de 5 points par match. Son meilleur match eut lieu le 13 décembre 1946. Maintenant, quand il marqua 15 points dans une victoire serrée contre les Providence Steamrollers, mais sa carrière de basketball ne dura pas longtemps. En février 1947, après seulement quelques mois avec les Celtics, Connor partit pour poursuivre un autre rêve, le baseball professionnel. Cette décision montrait sa détermination à ne jamais abandonner ses ambitions premières. Le 1er mai
1949, il obtint sa grande chance avec les Brooklyn Dodgers, l'équipe de ses rêves d'enfance, 30 ans plus tard, mais les débuts ne se passèrent pas bien du tout. Dans son seul et unique match pour les Dodgers, Connor frappa dans un double jeu et l'équipe perdit. Au lieu d'abandonner et de se décourager, il travailla avec acharnement dans les ligues mineures, jouant pour des équipes comme les Montreal Royals. En 1951, il réussit à revenir dans les ligues majeures avec les Chicago Cubs. Cette saison-là, il joua 66 matchs et connut quelques moments importants et mémorables.